Quand vous pensez à l'Iran, vous pensez probablement à cela. Au moins 65 personnes ont été tuées lors des manifestations qui ont commencé à Téhéran il y a près de 2 semaines. Environ 60 Américains, les yeux bandés, commencent leur 6e jour en captivité dans l'ambassade américaine à Téhéran. Jusqu'à présent, plus de 3000 personnes ont été tuées, selon l'Organisation mondiale de la santé. Aujourd'hui, notre perception de l'Iran est dominée par le régime qui le contrôle depuis près de 15 ans. Mais je veux vous montrer un Iran différent, l'Iran qui a existé bien avant ce régime. Je veux vous montrer ce qui a conduit à cela. Parce que comprendre l'Iran est la clé pour comprendre comment nous avons obtenu ce régime religieux brutal et comment il a survécu pendant si longtemps. Vous pourriez penser que l'histoire de l'Iran moderne va être sur la religion, mais en fait, l'histoire que je vais vous raconter est sur le pouvoir et la peur, parce que pendant la majeure partie de son histoire, l'Iran était une superpuissance, une civilisation avancée qui régnait sur de vastes étendues de terre que nous appelons aujourd'hui le Moyen-Orient et l'Asie centrale. Ils ont été culturellement, militairement, politiquement au centre des choses depuis très longtemps. Oh, et cela a commencé il y a plus de 2000 ans. Mais les empires s'élèvent et tombent, et cet empire a finalement été en déclin, ce qui nous amène à notre histoire, qui commence ici. En ce moment, l'année 1800, l'Iran est gouverné par une dynastie familiale appelée les Qajars, et ils se retrouvent entre 2 grands empires, tous deux en expansion assez rapide. Si vous regardez les anciennes cartes de ces empires, vous verrez que tous les deux appelaient cet endroit la Perse. C'est ce que les étrangers appellent l'Iran. L'Empire russe s'était battu pour avoir accès à cette terre entre ces 2 mers, des mers qui, d'ailleurs, sont utilisables pendant l'hiver, contrairement aux autres ports russes du Nord. Ils vont devoir contrôler cette terre s'ils veulent contrôler l'Asie centrale. La Russie vaincra facilement l'Iran dans quelques guerres et ils prennent la terre et ont accès aux mers. Et ce faisant, la Russie oblige l'Iran à signer des traités qui donnent à la Russie un contrôle militaire exclusif sur la mer Caspienne. Le traité prévoit également que les marchands russes peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas besoin de respecter la loi iranienne. C'était beaucoup. Oh, attendez, et j'ai presque oublié, si cela ne suffisait pas, l'Iran doit rembourser la Russie pour la guerre. Nous sommes donc encore au début des années 1800 et la Russie vient d'améliorer sa position stratégique en Asie centrale, non seulement en conquérant cette terre, mais en solidifiant son influence majeure en Iran. Aujourd'hui, les Britanniques regardent, ils surveillent attentivement et ils deviennent nerveux. La Russie a maintenant accès à ces mers et elle a un levier au sein de l'Iran qui signifie un accès plus facile à ce golfe, le golfe Persique qui mène au reste du monde. Pire encore, cette terre à l'est de l'Iran est une hauteur stratégique. Ils l'appellent la clé de l'Inde, ce qui signifie que si la Russie avait accès ici, cela menacerait la colonie la plus précieuse de l'Empire britannique. L'Iran pourrait prendre le relais et donner à la Russie l'accès. Ce serait un cauchemar pour la Grande-Bretagne. Un général britannique appelle la Russie un voisin désagréable et même dangereux. Ainsi, l'Empire britannique se lance dans une compétition pour l'influence dans cette région qui deviendra connue sous le nom de Grand Jeu. Ils combattent plusieurs guerres avec l'Iran pour les empêcher d'obtenir la clé de l'Inde. Et c'est là que vous commencez à voir un schéma vraiment important auquel nous devons prêter attention. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est la chose qui explique l'Iran moderne et son conflit avec ses voisins. Les Britanniques disent ouvertement que nous ne voulons pas occuper l'Iran, mais nous ne pouvons pas le voir occupé par nos ennemis, alias la Russie. L'Iran est trop grand et montagneux pour être réellement conquis. Il suffit de le contrôler de l'extérieur. Pendant ce temps, le roi d'Iran est en difficulté. Il a besoin d'argent pour diriger son pays, donc il voit une opportunité de jouer ces 2 empires concurrents les uns contre les autres en leur vendant différentes formes d'influence à l'intérieur de l'Iran, comme le droit exclusif de contrôler des industries clés à l'intérieur du pays, essentiellement des monopoles en échange de liquidités. Ces concessions sont appelées concessions économiques et elles donnent aux empires une influence en Iran sans avoir à envahir, tout en gagnant de l'argent. Laissez-moi vous dire quelque chose très rapidement. Les États-Unis et l'Iran ont signé un accord de cessez-le-feu le mois dernier. Mais un cessez-le-feu n'apporte pas forcément de certitude.
Et le problème pour la plupart d'entre nous chez nous est que c'est une histoire si complexe et que l'effort nécessaire pour la comprendre peut sembler accablant ou impossible. Est-ce une bonne affaire? Est-ce une mauvaise affaire? Que comprend-il même? Chaque prise semble le couvrir différemment. Ils ont une prise différente, une prise à emporter différente. Et si vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe, cela pourrait prendre des heures de travail. Quelques décennies, des ingénieurs, des banquiers, des marchands et des soldats britanniques et russes ont inondé l'Iran. Ils exploitent les ressources naturelles et gagnent de l'argent sur tout, des chemins de fer aux barrages, aux ponts et aux usines. Ils perçoivent des péages sur les douanes et les taxes. Ils dirigent des banques lucratives. Ils construisent certaines infrastructures, mais une grande partie des bénéfices s'écoule vers l'extérieur. La Grande-Bretagne a établi cette ligne télégraphique nationale, gérée par ses propres ressortissants. C'est une révolution pour elle. Des messages qui prenaient des mois arrivent désormais en Inde en quelques minutes. Pendant ce temps, le roi iranien génère des revenus pour son pays, tout en utilisant une grande partie pour son propre confort. Je vais désormais utiliser le mot farsi pour désigner le roi de ce pays. Shah. Ce terme correspond à un roi dans sa culture. Il est un roi dans le contexte politique particulier de l'Iran. C'est comme lorsque nous utilisons le terme tsar pour les rois russes, sultan pour les souverains ottomans, pharaon pour l'Égypte ancienne ou empereur pour la Chine. Vous comprenez le point. Dans le futur, le roi devient shah. D'accord, donc le shah vend toutes ses industries et ses monopoles aux deux empires. Et puis, en 1890, le shah vend à la Grande-Bretagne un monopole total sur le tabac pendant 50 ans. Le tabac est central dans la vie sociale du pays, mais désormais il passe exclusivement par un intermédiaire britannique. Cela frappe vraiment un nerf. Les gens commencent à en avoir marre des étrangers qui contrôlent leur pays. Les protestations réussissent. Le Shah annule l'accord sur le tabac passé avec la Grande-Bretagne. Les Iraniens commencent à réaliser que se mobiliser ensemble peut apporter du changement. Ils se soulèvent de nouveau en 1905, réclamant une constitution. Ils veulent mettre des limites au pouvoir du roi. Ils veulent créer un parlement. Ils veulent avoir une représentation. Et ils souhaitent freiner ces transactions secrètes par lesquelles le Shah brade leur pays à des étrangers. C'est l'une des premières révolutions constitutionnelles au Moyen-Orient, et cela semble fonctionner. Nous sommes au début des années 1900 et l'Iran a un parlement. Le Shah laisse cela arriver, mais très vite après, il meurt. Et le prochain gars, son fils, déteste le Parlement, n'aime pas comment il limite son pouvoir. Vous savez qui déteste toute cette démocratie? Les empires, en particulier la Russie, dont l'influence en Iran, le nouveau Parlement, veut diminuer. La Russie envoie donc 12 000 soldats pour soutenir le Shah. Ils se présentent au Parlement avec un tas de canons et ouvrent le feu sur le bâtiment du Parlement. Ils ont tué des centaines de législateurs et de révolutionnaires constitutionnels. Ils arrêtent de nombreux révolutionnaires survivants. D'autres sont exécutés. Avec l'aide étrangère, le Shah opprime son propre peuple, un scénario tragique qui se reproduira dans l'histoire. Mais les Iraniens luttant pour la démocratie continuent de se battre, et ils reprennent un peu de pouvoir dans le pays. Nous sommes au début des années 1900, et ce schéma que nous avons vu depuis 100 ans se poursuit, la lutte pour l'influence dans l'Iran stratégiquement situé. L'Allemagne intervient, et la Russie ainsi que la Grande-Bretagne réalisent qu'une alliance est nécessaire pour contrer son influence. Plutôt que de s'affronter, ils se répartissent l'Iran en zones d'influence et s'engagent à respecter les limites des territoires de chacun. Bien sûr, les Iraniens n'avaient aucun mot à dire sur ces lignes d'influence. Et puis, un an après que les empires aient divisé le pays en sphères d'influence, il y a une découverte qui rendra l'Iran encore plus précieux à contrôler, le pétrole. Beaucoup d'huile. Maintenant, le Shah avait vendu les droits d'exploration du pétrole à un riche Anglais en 1901, et après 6 ans de recherche, il l'a finalement trouvé. Maintenant, la marine britannique passerait de l'alimentation de ses navires au charbon au pétrole. Regardez ce qui s'est passé ici. L'Iran est passé d'être une zone tampon qui protégeait les routes commerciales britanniques et leurs colonies vitales à détenir la clé de la domination navale britannique qui est leur domination mondiale. La Grande-Bretagne ne quittera pas l'Iran prochainement. Ils allaient ensuite créer une société que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de British Petroleum, ou BP. Et bien sûr, ils envoient des troupes pour protéger cette ressource vitale. Juste à temps pour qu'une guerre éclate en Europe.
Au début de la Première Guerre mondiale, l'Iran a déclaré sa neutralité. Ils ne veulent pas participer à ce combat. Mais le combat leur vient de toute façon. L'Iran est trop important stratégiquement, surtout avec tout ce pétrole. La guerre ravage l'économie iranienne et au moins 2 millions d'Iraniens meurent de pénurie de nourriture et de maladies causées par la guerre. Une fois de plus, les Iraniens paient le prix pendant que les empires se battent pour protéger leurs richesses et leur influence. Après la Première Guerre mondiale, la Russie traverse une révolution communiste, se transforme en URSS ou en Union soviétique et elle quitte l'Iran. Mais ils sont juste à côté. Ils pouvaient revenir à tout moment. Mais pour l'instant, ce n'est que l'Empire britannique qui veut accroître encore plus son influence ici en raison des vastes réserves de pétrole qu'il découvre. Le pétrole avait changé le jeu pendant la Première Guerre mondiale. C'est l'une des raisons pour lesquelles les Britanniques ont gagné et l'Allemagne, qui n'avait pas accès à presque autant de pétrole, a perdu. Le pétrole est une arme stratégique. Ils ne peuvent pas quitter l'Iran. Mais les Iraniens en ont marre de ce qui fait plus de 100 ans que des étrangers gèrent leur pays de l'extérieur. Alors cet homme militaire se lève. Il travaille avec le Parlement pour expulser le vieux Shah et promet de rendre l'Iran grand à nouveau, en essayant de faire rappeler aux gens qu'il s'agissait d'une superpuissance. Il faut rétablir cette grandeur. Il s'appelait Reza Shah. Dans une époque marquée par la montée du nationalisme, Reza Shah insiste sur l'identité et la grandeur persane, soulignant que la majorité des Iraniennes parlent farsi, contrairement à l'arabe parlé dans une grande partie du Moyen-Orient. Il rappelle que l'Iran avait une riche histoire avant l'arrivée de l'islam et cherche à réduire l'influence religieuse pour imposer un État laïque comme seul pouvoir. En 1936, il interdit aux femmes tout voile ou couverture, cherchant à moderniser la Russie contre les influences étrangères qui ont longtemps entravé son autonomie. Cela ressemble à une nouvelle ère pour le pays. Il construit des hôpitaux, des écoles, des routes et une université. Le farsi devient la langue officielle. Les nomades sont forcés de s'installer. Il construit un chemin de fer à travers le pays. Il construit une forte bureaucratie centralisée, un système judiciaire laïque, une armée puissante, et il exige que les étrangers l'appellent Iran au lieu de Perse. Il élimine violemment toute opposition à ces réformes. D'accord, mais pas trop vite. C'est là que nous allons revoir ce modèle. Dans le cadre de tous ces efforts de modernisation, le nouveau leader fait appel à des ingénieurs allemands. Regardez la date. De retour en Europe, l'Allemagne vient de commencer une guerre avec ses voisins. C'est la Seconde Guerre mondiale. Et voilà encore la Russie et la Grande-Bretagne. Ces derniers demandent à Reza Shah d'expulser les Allemands, qui pourraient saboter les lignes d'approvisionnement en armes nécessaires aux Soviétiques contre l'Allemagne, ou encore nuire au ravitaillement en carburant vital de la Grande-Bretagne. Reza Shah ne veut pas céder aux grands empires. Il a fini avec ça. Alors il s'arrête, essaie de négocier avec eux, essaie de jouer ces empires les uns contre les autres, et essaie de rester neutre une fois de plus. Mais les Britanniques et les Soviétiques ne l'ont pas. Ils font pression familièrement, envahissent l'Iran et forcent Reza Shah à quitter le trône pour l'exil en Afrique du Sud. Ils le remplacent par son fils de 22 ans qui est plus prêt à faire ce qu'ils veulent. Opte pour éliminer toute influence étrangère. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'Iran demeure fragile, essentiel et ne peut être ignoré. Un corridor stratégique, une zone tampon entre les empires, des réserves de pétrole majeures, et ces puissances occupent largement le pays. Tout cela fait partie de leur jeu mondial. Donc, la Seconde Guerre mondiale est terminée, puis je veux que vous faites attention à ce type, Mohammad Reza Shah. Souvenez-vous, c'est le nouveau Shah installé par les Soviétiques et Britanniques avant la guerre mondiale. Il joue un rôle majeur dans le futur chapitre de cette histoire. Et mettons à jour sa photo. Il n'a plus 21 ans. La Seconde Guerre mondiale est terminée. Le peuple iranien sort de la Seconde Guerre mondiale avec encore plus de motivation pour arrêter ce cycle apparemment éternel d'étrangers qui contrôlent et ravagent leur pays. Le mouvement démocratique, fort de 4 décennies, forge une culture de protestation, de discours intellectuels et de politique, mais il est constamment freiné par l'interférence étrangère persistante. Et écoutez,
Même si la guerre est terminée et que les Britanniques se décolonisent partout dans le monde, ils sont toujours là, extraisant d'énormes quantités de pétrole du sol iranien, le protégeant avec des troupes et le transportant autour de leur empire. Et le Shah est d'accord avec cela, parce que rappelez-vous, les Britanniques ont installé ce Shah, leurs amis. Mais les gens n'aiment vraiment pas ce Shah, c'est le Shah de la Grande-Bretagne, pas celui de l'Iran. Il est un symbole de plus de la même chose. Les étrangers contrôlent le pays. Mais vous savez qui ils aiment? Ce type remarquable, Mohammad Mossadegh, leur préféré. Il est un leader politique et il se lève avec une voix forte, appelant les Iraniens à reprendre leur pays. Mossadegh veut rejeter toutes les puissances impériales afin que l'Iran puisse tracer sa propre voie. L'article numéro 1 de sa liste est le pétrole. La Grande-Bretagne pompe des charges de pétrole hors de l'Iran, mais l'Iran ne reçoit que 16% des bénéfices de la compagnie. Ainsi, le Parlement iranien demande de renégocier l'accord pétrolier pour une scission plus équitable. Ils veulent que cela soit plus comme 50-50. La Grande-Bretagne est ouverte à la négociation. Ils donneront plus d'argent, mais pas 50%. Donc le premier ministre iranien accepte cela. Mais quand il va au Parlement pour approbation, qui se lève pour le rejeter? Mohammad Mossadegh, qui soutient que cette précieuse ressource appartient à l'Iran. Il devrait le contrôler complètement. Oh. La Grande-Bretagne commence à devenir nerveuse. Ils disent « D'accord, bien, nous ferons la scission 50-50. » Mais il est trop tard. L'élan politique et public pour que l'Iran prenne le contrôle total est trop fort. Le premier ministre qui était opposé à la nationalisation du pétrole est assassiné. Et qui le Parlement élit-il pour être le nouveau premier ministre? Mossadegh. Mossadegh ressemble au type qui va finalement mettre fin au contrôle étranger pour inaugurer un nouvel Iran, un Iran dirigé par le peuple, pas par les empires. En 1951, Mossadegh propose la nationalisation de la compagnie pétrolière et le Parlement l'approuve avec enthousiasme. La Grande-Bretagne est désormais terrifiée. Les États-Unis et la Banque mondiale interviennent pour essayer de médier, essayer de trouver un accord de paix, mais aucune des deux parties ne cède. La Grande-Bretagne paiera plus, mais ils n'abandonneront pas le contrôle. La Grande-Bretagne tente ensuite de punir l'Iran en boycottant son pétrole, en envoyant des navires de guerre de la Royal Navy à ce point d'étouffement dans le Golfe Persique pour dissuader les pétroliers qui envisagent de transporter du pétrole hors d'Iran. En espérant que cela les touchera économiquement et leur donnera un levier dans la négociation. Mais l'Iran ne bouge pas. Le pétrole est le symbole ultime de l'Iran qui reprend le pays de ses 150 ans d'ingérence étrangère. Alors la Grande-Bretagne décide qu'il est temps de jouer sale. La CIA américaine est au milieu de la guerre froide, essayant de contrer l'influence soviétique à travers le monde, et le garde de la CIA au Moyen-Orient est à Londres. L'agence de renseignement britannique obtient une rencontre avec lui et ils essaient de le convaincre que Mossadegh pourrait être un atout pour l'Union soviétique communiste. Le président Eisenhower est déterminé à contrer l'influence soviétique mondialement, suspectant Mossadegh d'être pro-soviétique. Il leur permet d'avoir accès au pétrole. On ne peut pas avoir ça. La décision est prise de renverser Mossadegh. Il s'agit essentiellement d'une reprise de plusieurs épisodes précédents de cette histoire, où les grands empires utilisent l'Iran comme un terrain de jeu pour contrer l'influence de leurs rivales géopolitiques. Donc, la CIA alloue 12 millions de dollars d'argent aujourd'hui pour faire tout ce qu'il faut pour sortir Mossadegh. Ils infiltrent des gens dans le pays qui commencent à soudoyer tranquillement les politiciens, payant les organisateurs pour amener des foules dans la rue contre Mossadegh. Ils donnent de l'argent aux journaux pour l'attaquer, et quand le moment est venu, le Shah, ami de l'Occident, se lève et tente de renvoyer Mossadegh de son poste de premier ministre. Mais la situation s'envenime. Le peuple continue de soutenir Mossadegh, et le Shah fuit le pays pour Rome. La CIA se regroupe et poursuit sa campagne secrète d'influence, et finit par obtenir assez de l'armée pour retourner. Un appui militaire déclaré suffit pour un coup d'État, et désormais, l'armée iranienne majoritairement soutient le Shah et agit contre Mossadegh, prenant sa demeure. Ils l'arrêtent, ils le conduisent à un procès militaire et l'accusent de trahison parce qu'il n'a pas obéi lorsque le Shah a tenté de le licencier. Ils le condamnent à la résidence à perpétuité. Il observe un silence total.
puis le Shah. Rappelez-vous le même Shah que la Grande-Bretagne a installé pendant la Seconde Guerre mondiale pour être leur Shah. Il rentre dans le pays, récupère le plein pouvoir et reste un allié de la Grande-Bretagne, mais s'aligne désormais avec les Américains, qui l'ont restauré au pouvoir en évinçant le leader choisi démocratiquement. La Grande-Bretagne conserve le contrôle du pétrole iranien, tout en partageant dorénavant 50% des bénéfices avec l'Iran. Et pour éviter les réactions futures, les Britanniques répartissent leur part de pétrole entre d'autres grandes nations, donnant une part énorme aux États-Unis, qui venaient de dépenser beaucoup d'argent pour les aider à sauver le pétrole. Mossadegh a failli le faire. Il a presque brisé le cycle des étrangers contrôlant le gouvernement, les ressources et l'économie iranienne. Mais une fois de plus, il fut contrecarré par les empires les plus puissants. Et le Shah continue de faire une version de ce que son père a fait à l'Iran pour moderniser le pays et la société dans une direction occidentale, en essayant de réduire l'influence de l'islam sur la société. Il permet aux femmes de voter, augmente l'éducation rurale, mais fait tout cela avec un point de fer. Il élimine l'opposition, censure les médias et impose le port et le style de vie occidentaux à la société. La CIA l'aide à créer une police secrète, qu'il utilise pour espionner, torturer et réprimer toute opposition à son régime. Le Shah accorde une immunité légale aux Américains en Iran, rappelant les accords humiliants signés autrefois avec la Russie. Et l'huile continue de couler. L'Iran devient de plus en plus riche, mais ses citoyens ressentent un profond mécontentement vis-à-vis de leurs dirigeants perçus comme une marionnette occidentale, critiquant fortement la situation. Ruhollah Khomeini, un leader religieux suivant une interprétation strictement traditionnelle et conservatrice de l'islam chiite, prenait une place de plus en plus centrale. Il commence à prononcer des discours contre le Shah. Si vous examinez les discours de Khomeini, qui exprimait sa frustration envers le Shah, mais aussi une colère envers toute l'histoire et les influences extérieures qui ont marqué l'Iran jusqu'ici, cela devient évident. Ces années, décennies et siècles où l'Iran a été vendu à des empires extérieurs puissants. Il dit que les empires ont, cite, envahi l'Iran et occupé notre pays. Les biens de la population étaient exposés au danger. Le gouvernement a vendu notre indépendance, a commis une trahison contre ce pays et contre l'islam. Avant, ce sont les Britanniques qui ont apporté notre malheur, et maintenant, ce sont les Soviétiques d'une part et les Américains de l'autre. Toutes nos misères sont causées par ces impérialistes. Il appelle les chefs religieux à se lever pour éviter, cite, que cette nation devienne esclave de la Grande-Bretagne un jour et de l'Amérique l'autre. Il dit qu'un certain nombre d'États étrangers emportent notre pétrole après l'avoir extrait du sol et la somme négligeable qu'ils paient au régime. Ils ont installé des retours dans leurs poches par d'autres routes. Ils ont réduit le peuple iranien à un niveau inférieur à un chien américain et dans l'ensemble, le peuple doit citer, jeter le Shah hors d'Iran. C'est un appel à la révolution. En introduction, il était mentionné que l'Iran moderne ne se résume pas aux croyances religieuses, ce qui reste indéniablement vrai. Et pourtant cet homme, Khomeini est un clergé religieux, un imam, un leader dans la tradition islamique chiite. Et dans cette tradition, l'accent est mis particulièrement sur le martyr, alors que la rhétorique de Khomeini fait écho à une grande partie du langage révolutionnaire anti-impérial qui se passait, d'ailleurs, dans de nombreuses parties du monde à cette époque. Le langage révolutionnaire de Khomeini est ancré particulièrement dans les doctrines religieuses des opprimés qui se soulèvent contre l'oppresseur, la justice divine, le scepticisme des gouvernements laïcs, et ce mélange de langage religieux et révolutionnaire résonne parmi le peuple. Khomeini est arrêté et presque exécuté, mais le peuple se lève en protestation. Le Shah répond avec des soldats et ouvre le feu. Le peuple du Shah craint que l'exécution de Khomeini aggrave le soulèvement. Khomeini est libéré, contraint de quitter le pays. Il est maintenant en exil, mais il continue de diffuser son message au peuple iranien en faisant passer des sermons dans le pays sur des cassettes. Maintenant, ses discours sur les impérialistes imposant un ordre injuste à l'Iran trouvent écho dans les villages et mosquées. Les gens écoutent le cri pour renverser le régime tyrannique et corrompu. Pendant ce temps, grâce à la montée des prix du pétrole, les conditions s'améliorent pour le Shah dans les années suivantes. Il développe l'économie. Il y a des infrastructures modernes,
routes, barrages, ports et plus encore avec une classe moyenne en essor. Il y a des écoles et des universités. Les étudiants vont étudier à l'étranger. Les États-Unis encouragent même l'Iran à lancer un programme d'énergie nucléaire. Le Shah alloue une part importante des revenus pétroliers pour bâtir une armée colossale et devenir le principal acheteur d'armes militaires au monde. Devenant complètement dépendant des armes américaines, l'Iran devient une puissance militaire importante au Moyen-Orient. Le Shah dépense également de l'argent pour des palais opulents financés par le pétrole, organisant des fêtes extravagantes au milieu du désert, où les invités arrivent en hélicoptère et les chefs français servent de la nourriture de luxe. Le reste du pays regarde ça. Et le ressentiment brûle. Khomeini continue de rassembler les gens de son exil et à la fin des années 1970, les gens descendent régulièrement dans la rue. Comme les manifestations du tabac en 1890, cela transcende n'importe quel groupe. Des gens de tous horizons se réunissent, les commerçants, la classe ouvrière, les étudiants, les intellectuels, les religieux. Ils ne sont pas tous d'accord sur l'avenir de l'Iran, que le Shah est une marionnette étrangère qui ne peut plus être tolérée. Perdant pied, il impose la loi martiale pour freiner les manifestants. Malgré cela et les frappes militaires, les protestations se poursuivent. Une grève des pétroliers paralyse l'économie et la nomination d'un opposant modéré en premier ministre arrive trop tard. Le peuple s'est tourné contre la monarchie. C'est janvier 1969 et le Shah quitte le pays une fois de plus. Il affirme qu'il n'irait que en vacances et qu'il reviendrait, mais qu'il ne retournerait jamais en Iran. C'est le moment de Khomeini. Il retourne à Téhéran et est accueilli par des millions de personnes. Voilà à quoi ressemble une révolution. Il oblige l'armée à renverser, à cesser de soutenir l'ancien gouvernement, et il consolide rapidement un certain contrôle sur le chaos. Les étrangers fuient, en particulier les Britanniques et les Américains, qui sont l'ennemi numéro 1, bien que les révolutionnaires prennent 66 Américains et les tiennent en otage pendant plus d'1 an. Khomeini dissout l'ancien gouvernement, la monarchie, le Parlement et le remplace par un nouveau système, celui qu'il a développé en exil. Un grand moment dans cette histoire. Le peuple vient de renverser un régime soutenu par l'Occident, non pas par la force et une guerre, mais par la pure volonté de la population. 40 millions de personnes qui en ont marre de cette histoire d'être contrôlées par des étrangers. Je veux prendre un instant pour vous montrer ce qu'ils ont construit ensuite, l'intérieur du régime. Parce que le régime que Khomeini a construit, c'est le régime qui existe aujourd'hui. C'est celui qui a mené une guerre avec Israël aux États-Unis et c'est celui qui est plus difficile à renverser que les étrangers ne le croient. Et je veux vous montrer pourquoi. Ce système est unique et c'est parce qu'il s'agit d'une réaction à l'histoire de l'Iran jusqu'à présent. C'est un système qui protège le pays contre l'intervention étrangère, l'intervention que Khomeini et ses disciples religieux voient comme la source de la corruption morale dans la société. Pour éviter que cela ne se reproduise, Khomeini dit qu'il doit y avoir des dirigeants religieux assis au sommet du système, en particulier ce seul dirigeant, le dirigeant suprême, le gardien du système. La nouvelle constitution iranienne lui donne beaucoup de pouvoir. Il peut nommer tous ces autres dirigeants du gouvernement. Mais regardez, il y a aussi une démocratie cachée dans ce système. Les gens votent. Ils élèvent les membres d'un parlement. Ils élèvent un président. Ils élèvent même les 88 personnes qui ont le pouvoir de nommer ou de déposer le leader suprême. Il y a même des tribunaux pour protéger les droits des gens. On dirait une démocratie équilibrée, n'est-ce pas? Eh bien, pas vraiment. C'est ce qu'on appelle une démocratie filtrée. Il est filtré par la religion. Il y a au moins 2 conseils religieux nommés par le leader suprême qui contrôlent qui peut réellement se présenter ou quelles lois sont adoptées. Et une fois que vous y plongez, vous voyez que tout ce système est construit pour empêcher toute future révolution de renverser ce gouvernement religieux. Le système a plusieurs façons de garder les gens en ligne. Les autorités religieuses et les médias relaient les messages du régime. Une police morale impose des codes vestimentaires, comme le port du voile pour les femmes.
Et en plus d'une armée conventionnelle qui protège les frontières et dissuade les invasions, le régime lui-même a sa propre armée. Il s'appelle le corps de la garde de la révolution islamique et possède ses propres forces terrestres, l'armée de l'air et la marine, toutes dédiées à la survie du régime. Et peut-être le plus efficace, ils ont cette milice volontaire qui aide à exercer le contrôle du régime à l'intérieur de chaque ville, village, ville et quartier en Iran. Une unité spéciale de la garde révolutionnaire diffuse le pouvoir iranien au-delà des frontières. Dans l'ensemble, l'Iran compte plus d'un demi-million de militaires actifs et bien plus d'1 million si l'on inclut les réseaux de milices volontaires. Ainsi, depuis 1969, ce système a survécu. Il a survécu à l'invasion. Il a survécu à une guerre sanglante de 8 ans avec l'Irak juste après la Révolution. Et pour dissuader quiconque dans la région de menacer sa survie, le régime iranien continue d'étendre son réseau de représentants à travers le Moyen-Orient, finançant des milices qui l'aident à survivre. Puis, le régime a survécu à la mort de son fondateur en 1989 et le nouveau leader suprême, Ali Khamenei, a continué avec ce même système. Le régime est devenu de plus en plus impopulaire au fil des décennies, ce qui a conduit à des manifestations de masse, mais le régime survit à chaque fois. Et pendant tout cela, l'Iran a regardé ses rivaux officiels et ses voisins construire l'outil ultime de survie. L'Iran s'est rendu compte que s'il voulait vraiment le moyen ultime de dissuasion contre l'intervention étrangère, il avait aussi besoin d'armes nucléaires. Ainsi, depuis 40 ans, il s'agit de l'histoire d'un régime paranoïaque qui est de ressentiment envers l'Occident et surchargé de ferveur religieuse apocalyptique, poursuivant secrètement les armes nucléaires et utilisant son grand réseau de milices qu'il finance dans toute la région pour projeter le pouvoir au Moyen-Orient. De menacer ses ennemis, le tout au nom de mettre un terme à ce siècle d'intervention étrangère dans leur pays. Tout cela pendant que l'Occident, en particulier Israël et les États-Unis, essaie de les arrêter en les coupant de l'économie mondiale, en concluant des accords diplomatiques et plus récemment en menant une guerre totale. Ces dernières guerres entre l'Iran et ses ennemis, Israël et les États-Unis, ont vraiment fait partie de la stratégie d'Israël pour affaiblir l'Iran. Non seulement pour arrêter leur capacité nucléaire, mais aussi pour affaiblir ce réseau de milices par procuration qu'elles ont autour de la région. Et en fin de compte, si vous écoutez le leader d'Israël depuis 20 ans, l'objectif est d'arrêter cette impasse une fois pour toutes. En renversant ce régime, en s'en débarrassant complètement, Israël a voulu faire cela pendant des décennies et ils ont finalement obtenu les États-Unis à bord. Mais c'est là que la longue histoire que nous venons de traverser commence à nous enseigner quelques leçons sur ce qui pourrait se passer ensuite. Tout d'abord, rappelez-vous que ce pays vient de ce qui a été pendant la majeure partie de son histoire une superpuissance civilisationnelle, la puissance dominante dans la région. Et depuis 200 ans, elle a été humiliée, contrôlée par des étrangers qui l'ont dominée par la coercition. Ce souvenir, ce ressentiment est tissé dans l'Iran moderne, en particulier le régime. Un régime qui s'est levé dans une explosion de colère en 1979. Un régime qui, oui, est alimenté par une ferveur et une croyance religieuse apocalyptique. Et aujourd'hui, cette mémoire nourrit son attitude pour éviter une répétition de la domination extérieure. Que les étrangers ne contrôleront plus jamais l'Iran, ne forceront plus l'Iran, son peuple et son gouvernement. Et vous avez construit un régime paranoïaque, de haut contrôle, rempli de plusieurs gouvernements parallèles et de couches d'armées différentes qui centralisent le pouvoir autour de ce leader suprême. Et donc, ce que nous voyons, comme me l'a dit un expert, si Israël détruit une centaine de hauts fonctionnaires dans une frappe aérienne, il y aura 100 autres qui attendent de prendre leur place. C'est un régime conçu pour être une preuve de coup d'État et de révolution. Et la dernière chose que je dois dire, c'est qu'il s'agit principalement d'une histoire sur le gouvernement iranien et ses conflits avec des étrangers. Je n'ai rien dit des gens. Quand j'avais 20 ans, j'ai étudié le farsi et j'ai appris à connaître beaucoup de gens iraniens. Et j'ai beaucoup appris sur la différence entre le régime et le peuple. Les Iraniens sont parmi les gens les plus généreux, gentils, enthousiastes et brillants que j'ai jamais rencontrés.
Et j'ai appris que la grande majorité d'entre eux, 80% selon certains sondages, ne soutiennent pas ce régime. Et pourtant, ces gens continuent une tradition de plusieurs siècles où les Iraniens sont coincés entre le gouvernement et les puissances extérieures qui veulent les contrôler.